je vais vous présenter la suite sur les variables aléatoires. On a fait les lois et les fonctions de répartition. Maintenant, on va passer aux opérations sur les variables aléatoires discrètes. Alors, vous pourrez être amené parfois à devoir faire des transformations de variables aléatoires. Et pour ça, vous utiliserez le théorème suivant que je vais vous expliquer. On vous parle d'une fonction qui a un événement de x de oméga, c'est-à-dire à un événement, à une des issues possibles de la variable aléatoire associée à un réel, qui permet de transformer votre variable aléatoire. On l'appelle g, cette fonction, et la nouvelle variable aléatoire, on l'appelle g de x. Voilà, on lui a fait faire une transformation, vous allez voir, je vais vous en donner des exemples. Et bien à ce moment-là, le théorème il dit que pour trouver le support de cette nouvelle variable aléatoire, si on l'appelle y, cette variable aléatoire, et bien son support, y de oméga, c'est l'ensemble des g de x, où x est dans le support de la variable aléatoire x. C'est-à-dire qu'on prend le support de la variable aléatoire x, et à chaque valeur, on lui fait subir la transformation par la fonction petit g. C'est un calcul d'image, quoi. Et ensuite, pour sa loi, eh bien la probabilité que cette nouvelle variable aléatoire soit égale à y, c'est la somme des probabilités que x soit égal à x, là où x est un antécédent de y en fait, par la fonction g. Alors si ça vous plaît pas trop, on peut très bien dire c'est la somme pour les x appartenant au support de la variable aléatoire x, mais uniquement en prenant les x pour lesquels vous avez une image qui vaut y. Alors c'est assez abstrait, on va le voir sur des exemples concrets. Premier exemple, si je prends, alors évidemment on est dans le cadre des variables aléatoires discrètes certes, mais elles peuvent être infinies. Donc là je prends l'exemple d'une variable aléatoire qui a un support x de oméga, qui s'écrit sous la forme discrète, donc dénombrable, mais je n'ai pas donné de fin, quoi. Elle n'est pas finie, x1, x2, etc. xn. Bon. Je prends une variable aléatoire, grand y, que je vais appeler, que je vais écrire, enfin c'est une transformation de x sous la forme ax plus b. Autrement dit, hop là, g de x, g de x, si vous voulez, c'est la fonction affine ax plus b. C'est notre transformation ici dans notre théorème. Avec a non nul, parce que sinon c'est pas très intéressant. Alors, d'après ce théorème, quel est son support? Eh bien, c'est l'ensemble des images du support de x par la fonction g. Donc, à x1, je lui applique la fonction petit g, j'obtiens ax1 plus b. À x2, je lui applique aussi la fonction petit g, etc. À chacune des valeurs du support de x, je lui applique la fonction. Et j'obtiens ainsi le support de ma nouvelle variable aléatoire. Alors, je peux les renommer y1, y2, etc., yn. Alors, pour sa loi de probin maintenant, eh bien, si j'utilise mon théorème, il me dit que quel que soit le y dans le support de oméga, c'est-à-dire quel que soit le y parmi ces valeurs ici, la probabilité que y soit égal à 1 de ces y qui. Bon, je les ai notés comme ça. Et bien en fait, si je remplace y par la variable aléatoire qu'elle est, c'est la probabilité que ax plus b soit égal à y i. Oui, mais ax plus b égale y i. Si je veux me ramener aux valeurs prises par la variable x, eh bien, il suffit, en fait, c'est comme si je résolvais une petite équation où j'isolais grand x, en fait. Ça veut dire que c'est la probabilité que ax soit égal à yi moins b. Et là, je vais me débarrasser du a, et donc ça va être la probabilité que grand x soit égal à yi moins b sur a. Et en fait, si on regarde bien, eh bien ça, c'est la ième valeur de mon support. Ben oui, parce que si yi c'est une des variables ici, ben quand je fais yi moins b sur a, je retombe sur xi. Donc c'est la probabilité que x égale xi. Donc en fait, je retombe sur des probabilités que j'ai déjà calculées pour la loi de x. Alors je vais vous faire un autre exemple. Exemple suivant, je prends à nouveau une variable aléatoire discrète, infinie a priori, et son support, toujours pareil, x1, x2, etc. xn, c'est une suite infinie, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et cette fois, je prends grand y égale grand x carré, c'est-à-dire ma fonction qui me transforme ma variable aléatoire, c'est la fonction carré. Alors, je calcule son support. Ben, c'est les valeurs que peut prendre y, donc ce sont les valeurs de x que j'élève au carré. Donc x1 carré, x2 carré, etc. xn carré. Et là, je remarque que je n'ai du coup que des valeurs positives ou nulles. Je passe à une variable aléatoire dont le support est formé de valeurs strictement, enfin positives ou nulles. Bon, maintenant je recherche sa loi, c'est-à-dire utiliser la deuxième partie du théorème.
la probabilité que grand Y soit égal à un petit y, alors attention, c'est un petit y que j'ai pris là-dedans, évidemment, dans le support de ma loi, c'est-à-dire c'est une valeur positive ou nulle. Eh bien, c'est la probabilité que grand X carré soit égal à Y, puisque j'ai remplacé Y par grand X carré. Or, je sais que grand X carré égale Y, ça équivaut à soit grand X égale racine de Y, ou alors grand X égale moins racine de Y. Bon. Autrement dit, cette fois, je passe d'une probabilité qui était unique, si vous voulez, à une probabilité de la réunion de deux événements. Quand est-ce que grand Y va valoir petit y? Eh bien, quand grand X va valoir soit moins racine de X, ou alors quand grand X va valoir racine de Y, pardon. Évidemment, c'est Y, puisque Y, ce sont des valeurs qui sont prises là-dedans, dans le support de Y, de grand Y, ce sont des valeurs positives ou nulles. Alors ça, ce sont évidemment des événements qui sont indépendants l'un de l'autre, puisque ma variable aléatoire, elle ne peut pas en même temps valoir deux valeurs différentes. Donc c'est la probabilité que grand X soit égal à moins petit y, plus la probabilité que grand X soit égal à racine de petit y. Autrement dit, ici, on va avoir une somme de deux probabilités, et ça me donnera la probabilité de grand Y. Alors le seul cas où il va y avoir ici une seule probabilité, c'est le cas où y égale 0, puisque moins racine de 0 plus racine de 0, ça fait pareil. Et donc par conséquent, ici, j'aurai uniquement probabilité que grand X soit égal à 0. Donc voilà comment ça va marcher pour calculer la probabilité d'une variable aléatoire que l'on a transformée avec une fonction G. Alors pour vous entraîner, vous avez maintenant le test 5 qui va vous permettre d'utiliser ce que je viens d'utiliser moi dans les exemples. Donc je vous laisse faire le test 5. Une fois que vous aurez fait le test 5, alors une remarque. On peut être ainsi amené, on vous dit, à considérer une variable aléatoire qui va s'exprimer en fonction d'une ou plusieurs autres, mais qui auront été définies sur le même univers oméga et qui seront relatives à une même expérience. Alors, je vous donne un exemple. Je prends l'expérience aléatoire qui consiste à lancer 3 pièces de monnaie équilibrées simultanément. Je fabrique une première variable aléatoire, grand X, qui va compter le nombre de piles dans ma série de 3 pièces. Et ensuite, je vais fabriquer un autre jeu, si vous voulez, mais toujours sur la même expérience, qui va être pour chaque pile obtenue, j'obtiens 2 euros, je gagne 2 euros. Et bien avec ça, ça me permet de fabriquer une nouvelle variable aléatoire, toujours sur la même expérience, qui va s'exprimer en fonction de x, et qui va donner le gain du joueur. Alors la question, c'est quels sont l'univers et la loi de x, et même question, l'univers et la loi de y. Et c'est là qu'on va utiliser ce qui a précédé. Alors pour x, son support, l'ensemble des valeurs qu'elle prend, c'est 0, 1, 2, 3, puisque lors du lancer de 3 pièces, elles peuvent soit toutes tomber sur face, donc j'ai 0 pile, ou bien une pile, 2 piles ou 3 piles. Bon. La loi, alors on l'a déjà vu cette loi dans, je crois que c'était au début du chapitre. Il faut imaginer un arbre, si vous voulez, avec pile face, pile face, pile face, puisque que les lancers soient simultanés ou l'un après l'autre, peu importe, de toute façon c'est des lancers indépendants. Donc la probabilité d'avoir 0 pile, c'est la probabilité d'avoir 3 faces, donc 1/8, parce que j'ai 1/2 pour la première face, 1/2 pour la deuxième face, 1/2 pour la troisième face. La probabilité d'avoir 1 pile, ça veut dire que je vais avoir une chance sur 2 d'avoir un pile, puis une chance sur 2 d'avoir un face, puis une chance sur 2 d'avoir un face. Ça nous donne 1/8. Mais comme j'ai 3 possibilités de placement du pile, je vais avoir pile face-face, ou face-pile-face, ou face-face pile, j'obtiens la probabilité de x égale 1 qui vaut 3/8. Pareil pour x égale 2, parce que c'est symétrique, avoir 2 piles ou un face c'est pareil. Et pareil pour 3 piles, 1/8, parce que ça veut dire que j'aurai pile, pile, pile. Bien. Maintenant passons à y. Déjà il y a une relation entre y et x. On remarque que y c'est 2 fois x. Oui, parce qu'à chaque pile obtenue on obtient 2 euros. Donc pour 0 pile on n'a rien, pour 1 pile on a 2 euros, pour 2 piles 4 euros, pour 3 piles 6 euros. Donc on prend notre variable aléatoire, qui a un lien avec x, qui est défini donc sur la même expérience, même univers, mais elle est différente, c'est y égale 2x. Alors maintenant, son support, on raisonne exactement comme on a fait dans les exemples précédents. Son support, c'est 2 fois 0, 0, 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4, et 2 fois 3, 6. Bien. Maintenant, pour avoir sa loi, la probabilité que y soit égal à 0, c'est la probabilité que 2x soit égal à 0, puisque y égale 2x. Et quand est-ce que 2x va valoir 0 Lorsque x va valoir 0. Voilà. Et donc la probabilité, c'est la probabilité que x égale 0. Donc là, je regarde dans la loi de grand x.
et j'obtiens un huitième ici. Donc j'obtiens ici un huitième. Maintenant, la probabilité que grand Y soit égal à 2. Et bien c'est la probabilité que 2 grand X soit égal à 2. Autrement dit, si je divise par 2 de chaque côté, la probabilité que X soit égal à 1. Et la probabilité que X soit égal à 1, je regarde ici dans le tableau, c'est 3 huitièmes. Voilà pourquoi, avant d'avoir la loi et l'univers de Y, il faut que je commence par expliciter la loi et l'univers de X. Etc. etc. Je fais pareil pour grand Y, P de grand Y égale 4, P de grand Y égale 6. Et donc j'obtiens cette loi. Alors vous allez dire, bah, c'est la même que celle de X. Ah non, parce que je vous rappelle qu'une loi, c'est la donnée des valeurs prises par la variable aléatoire et de leur probabilité. Or là, les valeurs de ma variable aléatoire ne sont pas les mêmes ici. Donc on ne peut pas dire c'est la même loi. Par contre, les probabilités se retrouvent parce que Y a été exprimé en fonction de X. Voilà. Donc maintenant, dans le même ordre d'idée, vous pouvez faire le test 6.